MRI Radio, le décryptage de l'info, l'invité. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Vous êtes députée écologiste de Paris. On va parler des européennes pour commencer, si vous le voulez bien. Il y a un sondage quotidien qu'on réalise ici à LCI pour faire un instantané de l'intention de vote des Français. La liste écologiste, elle fait 5,5%. En 2019, Yannick Jadot, il avait fait 13%. Est-ce que c'est l'écologie qui n'imprime plus ou est-ce que c'est la candidate Marie Toussaint qui n'imprime pas ? Mais en tout cas, moi, je voudrais dire aux électeurs et électrices, je voudrais dire aux gens qui nous écoutent que vraiment, il n'y a pas d'écologie sans écologistes et que l'Europe a toujours été motrice en matière d'écologie, c'est-à-dire que nombre de lois françaises qui sont protectrices du climat viennent de l'Europe. Et en fait, on voit avec Ursula von der Leyen quand il y a quand le climato-scepticisme monte en Europe, elle ne tient pas la ligne climatique et la ligne écologiste. Donc voilà, Marie Toussaint, c'est une femme qui a obtenu un procès, qui a obtenu la condamnation de la France pour inaction climatique. C'est la seule écologiste qui a réussi à tordre le bras de Macron là-dessus. Donc vraiment, elle ne lâche rien. Elle ne fait peut-être pas de grandes envolées lyriques, mais par contre, quand elle a un dossier, elle ne le lâche pas. Et vraiment, là, on a besoin, en fait, parce qu'on a un temps très court pour faire la transition écologique. Oui, mais le but de cette élection, c'est aussi d'élire des représentants de la France au Parlement européen. C'est donc aujourd'hui, en l'état actuel des choses, encore une fois, ce n'est pas un résultat, mais un instantané. En l'état, il y a moins de représentants de l'écologisme potentiellement à Bruxelles demain. Ça vous inquiète ? Oui, bien sûr que ça m'inquiète. C'est pour ça que je dis vraiment, là, il faut se mobiliser. En fait, maintenant, il faut y aller. Si vous voulez de l'écologie, il faut y aller. Enfin, il ne faut pas juste attendre et se dire devant la télé, elle a fait ça ou elle n'a pas fait ça. Là, maintenant, il faut y aller. On a 3 ans pour agir sur l'écologie, 3 ans pour prendre un virage d'une ampleur vraiment inédite. On a une responsabilité qui est historique. Maintenant, il faut y aller. Voilà. Et oui, elle peut vous plaire ou pas vous plaire, mais en fait, l'élection, c'est pas non plus un selfie qu'on se fait à soi-même. C'est-à-dire, la candidate n'est pas le reflet de nous-mêmes. Elle est le reflet d'une politique qu'elle a tenue. Là, elle a donné des gages sur le fait qu'elle ne lâchait rien en matière d'écologie. Maintenant, faut se déplacer et aller voter. Justement, avec l'autre liste, la liste l'écologie au centre, vous seriez à 7% si on combinait les deux en l'état actuel des choses. C'est quasiment autant que la France insoumise. C'est impossible, l'union des écologistes, après l'union de la gauche qu'on a tant décriée pour être impossible? Alors je crois que l'écologie au centre est un fake en fait. Leurs affiches, c'est de me mettre moi et Marine Tondelier et Marie Toussaint en photo pour dire combien c'est contre nous. Enfin, je vois pas tellement l'intérêt, pardon, mais on a mené des combats. Moi là, dans les semaines qui arrivent, il va y avoir au Sénat la deuxième lecture de la loi que j'ai portée à l'Assemblée nationale sur le retrait gonflement des argiles. Je rappelle qu'il y a une maison sur 2 qui est actuellement menacée de fissures, voire de cassures en raison de la sécheresse des sols ou des inondations des sols. Là, maintenant, il faut agir concrètement pour protéger les Français et Françaises contre les effets du réchauffement climatique, diminuer nos émissions. Et pour ça, mais il faut avoir de la volonté politique et pas être dans cette espèce d'inconséquence qui consiste à considérer que les écologistes sont... Justement, l'écologie au centre, celui qui représente cette liste, c'est Jean-Marc Governatari. Lui, ce qu'il a dit, c'est que vous portez un préjudice mortel à l'écologie politique. C'est son argument à lui. Il trouve que vous êtes trop radical. Quelle est votre réponse à ça ? Qu'a gagné Governatari dans sa vie sur l'écologie ? Qu'est-ce qu'il a gagné ? J'aimerais bien le savoir, en fait. Qu'est-ce qu'il a changé, mais même de microscopique ? Pour l'écologie, selon vous, sa liste n'est là que pour casser justement oui, mais je pense que ça fait partie du problème. C'est qu'en fait, il y a des intérêts aujourd'hui qui sont contre l'écologie, des intérêts, y compris financiers, qui sont contre l'écologie. Je dis pas que c'est le cas de Governatari, mais enfin, il y a quand même une volonté en fait de garder l'économie et la société telle qu'elle est, d'aller encore plus vite vers le réchauffement climatique parce que ça fait plus de profits à court terme. Moi, je vous dis, là, on a besoin de ralentir la machine, on a besoin de s'affronter aux lobbies pétroliers, gaziers, etc., de changer notre économie, de changer notre société. Et pour cela, il faut des écologistes de combat, il faut des écologistes qui soient courageux et courageuses. Marie Toussaint en fait partie, donc maintenant on y va. Voilà. Emmanuel Macron va décorer Michel Sardou à l'Elysée en juin. J'ai vu que vous aviez tweeté la phrase suivante: le patriarcat va tomber, il vacille déjà, mais ils se décorent tous mutuellement avant. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette décoration ? Déjà, je voudrais dire que je trouve la décoration méritée pour Michel Sardou. Sa donc, carrière, la carrière incroyable qu'il a eue, évidemment, mérite une récompense. Enfin, j'ai pas de doute là-dessus. Par contre, l'argument qui a été donné par les conseillers officiels de l'Élysée de manière officieuse, ça a été de dire il a compris la crise masculine 30 ans avant. Ah, pardon, mais là, la crise masculine, c'est vraiment l'espèce de serpent de mer. Tous les hommes
il y a toujours eu, une crise masculine comme ça depuis les années 70. On l'entend, elle revient, la crise de la masculinité, on ne sait plus ce qu'est être un homme, etc. Moi, je vous dis juste, la question, c'est pas la crise de la masculinité, c'est comment on fait une société en supprimant les violences, comment on fait une société en vraiment changeant nos rapports hommes-femmes et faisant en sorte que nous soyons à égalité. Et vous verrez que la société est bien mieux pour les hommes comme pour les femmes. Justement, en parlant de ça, Julien Bayou a quitté les écologistes, accusé de harcèlement moral par son ex-compagne. Est-ce que vous vous réjouissez de ce départ ? C'est pas que son ex-compagne, c'est 6 autres femmes qui avaient témoigné. Et je pense que, en fait, le féminisme fait aussi partie de la transition écologiste. C'est-à-dire qu'on voit bien que, en fait, il y a une espèce de masculinité toxique, et pardon de le poser comme ça, mais qui nous conduit dans le mur. Enfin, quand je vois des Elon Musk, quand je vois des Poutine, quand je vois tout ça, c'est aussi un rapport au pouvoir. Et je pense que là, nous devons changer notre rapport au pouvoir. Ce rapport au pouvoir doit être fait de prendre soin des personnes, de réparer ce qui a été dégradé, de faire en sorte que nous soyons humbles aussi face aux limites climatiques, aux limites planétaires. Et en fait, toutes ces valeurs-là sont des valeurs qui, aujourd'hui, manquent dans l'espace politique. Le rapport au pouvoir, c'est un rapport au pouvoir qui doit être dans la concertation, dans le consensus, aller vers les personnes et pas juste être dans l'autoritarisme, dans la puissance, dans la conquête. Je pense que tout cela nous conduit dans le mur. Donc en fait, pour moi, l'écologie et le féminisme sont 2 faces d'une même médaille et je pense que notre parti doit avoir une ligne importante et fière là-dessus. Mais vous avez fondé vous-même en 2017 une instance au sein du parti justement pour écouter, pour répondre à ces problèmes de harcèlement. Est-ce que ça a été suffisant ? Est-ce que ça a fait le job ? Ou est-ce que l'instance s'est révélée inutile ? En l'occurrence, là, elle n'a pas fait le job jusqu'au bout. Je voudrais déjà saluer les personnes qui sont à l'intérieur de cette cellule parce que ça n'a pas été simple pour elles. Mais quand il s'agit du numéro 1 ou d'un ex-numéro 1 du parti, c'est toujours très difficile, en fait. Je rappelle qu'un parti politique fonctionne beaucoup sur un ensemble de loyauté, en fait. Et c'est normal, c'est la politique qui fonctionne comme ça. Mais on pourrait le transposer dans une association ou dans une entreprise. Imaginez que le numéro 1 d'une entreprise soit pointé par des témoignages. Est-ce que vraiment la cellule interne de l'entreprise serait la mieux placée pour gérer le cas? Je ne crois pas. Donc là maintenant on passe sur quelque chose d'externe. On verra ce que ça donne. Moi je sais pas ce que ça va donner, mais en tous les cas je suis heureuse qu'aujourd'hui mon parti dise on entend ces paroles des femmes, on la respecte, on l'instruit, sans que ça soit une espèce de croyance naïve dans ce qui est dit, mais au moins qu'on l'entende. On l'entende et on va l'instruire. Mais voilà, c'est ça aussi, être humble et prendre soin. Le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Stanislas Guerini, veut élargir les conditions dans lesquelles on pourrait licencier un fonctionnaire. Quelle est votre réaction à ça ? Mais ça fait partie de cet abandon très systématique de la fonction publique dont aujourd'hui elle est quand même à 2 doigts de l'écroulement sur elle-même. Enfin, justement, il faut la réformer. Je suis très inquiète. En tous les cas, pas en précarisant les personnes qui y travaillent. Je fais actuellement une mission d'information sur la psychiatrie en France. La psychiatrie est le parent pauvre de la médecine en général, et dans l'hôpital public, il y a un véritable effondrement de la psychiatrie et notamment de la pédopsychiatrie. On a une augmentation des taux de suicide chez les jeunes, et en face, il y a des départements où il n'y a plus de pédopsychiatre, où il y en a un seul pour la... Moi, je vous dis fonctionnaire, vous me répondez hôpital. Ça n'est pas que ça. Les fonctionnaires, c'est très large. Oui, mais il y a aussi peut-être beaucoup de strates inutiles. Regardons l'école. L'école est en train d'avoir un système vraiment de séparation entre un système privé qui attire de plus en plus et un système public qui devient un lieu de relégation sociale. Enfin, je veux dire, en fait, c'est pas ça notre projet français et la fonction publique. Si on a protégé les fonctionnaires, c'est pour protéger la qualité du service qui était rendu au public et pour faire en sorte que l'on soit pauvre ou que l'on soit riche, eh bien, on ait accès à la même qualité de service, d'éducation, d'émancipation. Oui, mais c'est fondamental. Oui, mais il y a aussi un constat. Je vous prends par exemple la Cour des comptes qui a relevé que déjà dès 2015, il y avait du personnel en trop, par exemple, dans certaines universités. Pas du personnel enseignant, du personnel qui encadre l'ensemble de la structure. Vraiment, c'est très vaste. Depuis 2015, on le dit. En 2019, ça a été redit par la Cour des comptes. Aujourd'hui encore, on le redit. Rien n'a été fait. Il y a encore
déperdition d'argent. Moi, je viens de l'université. J'étais enseignante-chercheuse à l'université. J'ai été vice-présidente d'une des plus grandes universités de France pendant des années. Je peux vous dire qu'on manque pas de personnel à l'université. On manque de personnel à l'université. On a des étudiants qui aujourd'hui abandonnent faute de suivi. On a mis en place un système de tirage au sort, puis Parcoursup, parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants-chercheurs et d'enseignants face aux étudiants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de trier les élèves, de les empêcher de rentrer à l'université parce qu'il n'y a pas de personnel en face. Donc en fait, à un moment, on manque de moyens à l'université. L'argent public mis par étudiant en France et étudiants dans le système public est parmi les plus faibles d'Europe. Enfin, je veux dire, on manque dans l'éducation nationale d'AESH, c'est-à-dire de personnes qui accompagnent les enfants en difficulté. On manque d'assistantes sociales, de psychologues à l'ASE, c'est une fausse bonne idée, selon vous. Dans le système d'aide à l'enfance. Enfin, je veux dire, on en manque partout, en vérité, mais aussi dans le contrôle des installations industrielles, aujourd'hui, on est en train de rendre tellement peu attractif le service public qu'il est en train de s'effriter par la base, c'est-à-dire que les personnes ne veulent plus venir. Il y a des concours aujourd'hui qui ne sont pas où il n'y a pas suffisamment de candidats pour le nombre de places qui sont offertes. Enfin, il n'y a plus aucune attractivité du service public et c'est pas en annonçant la possibilité de licenciement que ça va s'arranger. On a cassé les systèmes spéciaux de retraite. Regardez par exemple les bus. On trouve plus de conducteurs de bus, y compris à Paris. La seule réponse qu'on a faite, c'est de casser le système de retraite particulier qu'ils avaient en raison de la pénibilité de leur travail. Et finalement, on a moins de recrutement depuis qu'on a fait ça. Donc là, on est dans une espèce d'idéologie libérale qui nous conduit vraiment au pire. Et je répète que l'identité de la France, à un moment où on se questionne beaucoup sur notre identité, nous les Français et Françaises, je dis que l'identité de la France, c'est nos services publics, c'est notre système social, c'est la possibilité offerte à chacun et chacune, quelle que soit sa condition, d'avoir accès au meilleur du soin, au meilleur de l'éducation, et qu'on est en train de casser ça et qu'Emmanuel Macron fait beaucoup de mal à la France. Voilà qui est entendu. Merci beaucoup Sandrine Housseau d'avoir été notre invitée ce matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous.